Je m'appelle David Eloi, je suis journaliste. Dans une vie légèrement antérieure, j'ai dirigé une SIC, donc je suis content d'être de retour parmi vous dans cette famille. Je vais avoir en charge l'animation de l'ensemble de la matinée. On a pris un petit peu de retard, donc on va commencer sans tarder. Les retardataires ne devraient plus se faire trop attendre. Donc on va commencer cette matinée par quelques mots d'introduction et je vais d'abord appeler Monsieur Patrick Felous, qui est directeur du développement du Crédit Coopératif, à nous dire quelques mots au pupitre. Ah oui, allez-y, allez-y. Je sais que je ne suis pas tout jeune et que donc on m'envoie au pupitre parce qu'on a peur que je tombe restant sans support pour rester debout. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je voudrais remercier les deux messieurs qui ont une cravate avec moi, parce que dans ce type de réunion, je suis de plus en plus isolé à porter le costume et la cravate, et donc je cherche des soutiens en permanence. Donc merci à ces deux messieurs d'avoir bien voulu mettre une cravate pour ne pas me laisser dans ma solitude d'encravater. Donc plus sérieusement, donc effectivement, je suis à la tête de la direction du développement du Crédit Coopératif. Alors cette direction du développement et le Crédit Coopératif d'une manière générale est tout à fait heureux de vous accueillir dans cette salle. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour accueillir nos partenaires, pour accueillir les mouvements ou les fédérations ou les structures qui nous sont proches. Elle a été conçue pour ça, pour être ouverte à l'extérieur et pour faire en sorte que le Crédit Coopératif soit aussi un lieu où, dans la mesure du possible, on puisse se réunir et finalement nous enrichir aussi de ce que vous mettez en œuvre, de ce que vous débattez, ce que vous préparez. Alors en plus, vous le savez bien, vous faites partie de la grande famille des SCOP, et la grande famille des SCOP, elle est particulièrement chère au Crédit Coopératif. Pour ceux qui ne le savent pas, le Crédit Coopératif va fêter alors je ne sais plus si c'est dans 1 an ou dans 2 ans, je crois que c'est l'année prochaine, c'est 125 ans. 125 ans. Et à l'année 0 ou à l'année 1, c'était la Banque des SCOP. Donc nous sommes nés comme la Banque des SCOP, il y a plus de 125 ans, par la volonté et l'engagement d'un certain nombre de personnes qui souhaitaient offrir des outils financiers pour soutenir le développement des sociétés coopératives ouvrières de production à l'époque. Et donc le Crédit Coopératif reste très attaché à cette dimension et à cette proximité. On est resté quasiment Banque des SCOP jusque dans le début des années 60, ou quasiment. Et puis ensuite, on s'est un peu plus ouvert et on a plus largement abordé le monde de l'économie sociale et solidaire, dont nous sommes aujourd'hui, j'espère, une des banques, voire la banque référente, puisque nous sommes organisés autour de ça. Et dans mes équipes, d'ailleurs, les collaborateurs sont organisés autour de ces structures, de ces métiers, et donc de cette appétence particulière que nous avons pour les SCOP. Alors vous êtes une nouvelle forme de... Alors nouvelle, c'est plus si nouveau, puisque maintenant ça commence à prendre quelques années, mais vous êtes une nouvelle forme de manière d'entreprendre en coopérative ensemble, en y associant effectivement aussi les territoires. Nous sommes également très, très proche des organisations de l'économie mixte, des EPL et des SEM. Donc on est tout à fait ravis de voir que le mouvement et le type d'organisation et de fonctionnement que vous représentez se développe à une vitesse très rapide. Alors tellement rapide qu'on a nous du mal un petit peu à s'organiser pour arriver à vous offrir les services bancaires et financiers qui sont adaptés et qui ne sont pas que des services banals. Mais on y travaille avec la CGSCOP et je pense avec les outils financiers qui sont en réflexion, et je pense que dans les mois qui viennent, même peut-être avant, on sera en mesure de vous apporter un accompagnement plus adapté et plus adéquat pour accompagner votre développement. Mais on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'entendre ce que vous évoquez. On voit qu'il y a beaucoup de recherches. Acteurs de territoire innovants et inclusifs, c'est un sujet tout à fait important. Je crois qu'il y a 2 ans, le Crédit Coopératif avait organisé ses rencontres nationales sur le thème acteurs du territoire et acteurs sociaux. Donc on n'est pas très très loin des thématiques sur lesquelles vous travaillez. Et en même temps, c'est acteurs territoire, acteurs social et citoyens du monde. Alors moi, ce que j'avais traduit par
la tête dans les nuages, les pieds dans la glaise. Mais c'est un peu ça, on y est tous ensemble et on espère qu'on pourra y rester et vous accompagner efficacement. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne matinée de travail. Vous avez des sujets intéressants et des sujets qui sont passionnants à développer et à échanger. Merci. Merci, Monsieur Volous. Donc, je vais maintenant inviter Amina Bécher, qui est pilote du projet PICRI-PAPSIC. Alors, en bas, au pupitre, au choix. Voilà, je suis née au XXe siècle et j'aime bien les pupitres quand j'ai des feuilles. Donc merci à tous de votre présence. Merci au Crédit Coopératif de nous accueillir dans ce lieu où nous avons déjà eu l'occasion d'échanger lors de l'Agora des SIC. Alors moi, au titre de la recherche, en tant que membre et pilote du projet qui a été réalisé et dont l'acronyme est détaillé dans la vidéo, donc je ne vais pas vous le réexpliquer. Vous avez le temps de le lire en continu pendant quelques minutes. Donc pour moi, c'est un honneur de représenter l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je voudrais quand même citer mes collègues qui, pendant 4 ans, m'ont supporté et ont été très coopératives, très collaboratives et très solidaires dans ce projet. Donc Pascal Château-Terris, qui pilote avec moi le projet depuis que Pénélope Codello, qui était à l'initiative, est partie à HEC Montréal. Ajar El Karmouni, qui est chargé de mission de ce projet, qui est vraiment une ressource essentielle à la bonne organisation de la réalisation du travail que nous faisons ensemble. Je les cite dans l'ordre parce qu'elles sont assises devant, là, Audrey Bonnemaison, Isabelle Vendangeon de Rumès, Charlène Arnaud et Marion Maignan. Alors, c'est un travail collectif que nous avons réalisé en partenariat, comme nous l'avons indiqué, avec la CGScope. Donc, c'est grâce aussi à ces échanges nourris que nous avons pu réaliser et définir et préciser les questionnements de la recherche. Donc, Catherine Friedrich, Jean Huet et Adelph du Taxi du Pouet, qui n'est pas là ici aujourd'hui, mais qui a aussi soutenu le projet. Alors, je dirais un mot particulier tout à l'heure pour Alix Margado, avec qui nous avons démarré le projet. Je voudrais juste rappeler en quelques mots en fait, ce qui nous a animés et qui a été le questionnement central de ce travail pendant 4 années. Comment gère-t-on en fait une organisation caractérisée par quelque chose de très spécifique en gestion, qui est le multisociétariat, qui est un concept assez innovant? Et comment fait-on pour résoudre toutes les tensions qui sont à l'œuvre dans ces organisations multiparties prenantes, avec des logiques différentes, d'acteurs qui portent des intérêts parfois individuels et des intérêts collectifs qui ne sont pas forcément en accord au départ, mais qui arrivent à se mettre d'accord par rapport à ce projet. Et donc, nous nous sommes interrogés sur la capacité qu'avaient ces organisations à piloter leurs organisations de manière alternative ou non, et si une autre gestion pouvait être à l'œuvre dans ce cadre. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à ce questionnement pour nous très important en gestion, et qu'est-ce qui nous a stimulés? Donc, je voudrais dire que tout d'abord, c'était une rencontre avec Alix Margado, qui a été à l'initiative du statut des SIC. Alix Margado nous a rencontrés dans le cadre d'un atelier que nous avons organisé dans notre laboratoire de recherche. Une équipe nous avions un petit groupe qui s'appelait POPES. On aime bien les acronymes qui sonnent. Hein. POPES, c'était pilotage des organisations et de la performance dans l'économie sociale et solidaire. Et dans le cadre de ce groupe, nous réfléchissions sur les travaux que nous pourrions mener sur les questions liées à la gestion dans l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons invité Alix, qui nous a présenté les SIC. Alors c'était un peu complexe, les SIC, les collèges, les catégories. On ne comprenait pas tout au début, mais Alix nous a éclairés, nous a mis les SIC en lumière. Et je souhaite vraiment le remercier parce qu'il nous a amené à pouvoir justement aller plus loin sur cette thématique et cette réflexion qui, je pense, est un chantier très intéressant en recherche et qui peut amener à renouveler aussi les cadres conceptuels de la recherche, les outils de gestion. Et donc, à cet égard, je tiens à le citer dans un des passages d'un article qu'il a écrit en 2004 avec ses collègues de la CGScope. Et je pense que ce petit passage signalera toutes les perspectives que cela ouvre en termes de recherche. Les événements mûrissent et voilà les révolutions, disait Montesquieu en parlant de la chose publique. Sans excès de prétention, osons la transposition dans la chose sociale et économique et regardons la SIC. Que fait la SIC ? Elle bouscule la pratique habituelle de segmentation investisseurs, producteurs, clients et propose une synergie d'action co-dirigée par tous ces gens-là. C'est le multisociétariat. Elle plonge dans ses racines coopératives du 19e siècle pour adapter au monde de l'entreprise d'aujourd'hui la notion de démocratie et d'intérêt collectif. C'est la pondération des voix par les collèges.
Elle invite à la conjonction des énergies publiques-privées dans la limite des règles en vigueur sur la régulation des marchés et de l'intervention de l'État. C'est la facilité accordée aux collectivités publiques d'entrer au capital d'une SIC quand c'est pertinent. Elle autorise même des bénévoles à participer ès-qualité à la production d'un bien ou d'un service qui sera mis sur le marché sans attenter aux règles de la concurrence, d'où l'impératif de non-lucrativité. Le mûrissement prépare la révolution, mais toute révolution n'est pas sanguinaire. Et donc, je termine là la citation, elle s'arrête là. Et donc, pour la gestion, qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, ça ouvre des pistes très, très intéressantes et très larges, en fait, des questionnements qui nous ont animés et qui nous ont amenés à définir un certain nombre de questions que vous avez vues ici et à échanger avec les SIC dans le cadre de ce projet. Donc, je tiens à souligner que la CGSCOP nous a ouvert en fait les portes des SIC et les SIC elles-mêmes ont joué le jeu. Donc je tiens à remercier en particulier Atla École de musique. Je vois Noël Tatiche et Gilles Christophe qui sont ici présents, qui nous ont permis d'échanger de manière très riche avec l'ensemble des membres de la SIC. Nous avons pu échanger aussi avec la SIC Solidarité Versailles Grand Âge et je remercie Madame Bébin qui est ici présente et qui va aussi intervenir dans la table ronde tout à l'heure. Nous avons pu aussi échanger de manière assez approfondie avec les membres de la SIC Habitat Solidaire. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un de la SIC est ici présent. Oui, ben, merci d'être là. Et grâce à tous ces entretiens, nous avons pu enrichir nos questionnements. Et nous sommes arrivés donc à 4 questionnements principaux qui ont été traités lors des ateliers SIC en lumière, dont vous voyez quelques scripts qui sont les dernières images en fait dans le cadre de la petite vidéo. C'était 4 thématiques principales. Comment maintenir l'engagement sans épuisement, puisque ce sont des sociétés, dans des sociétés coopératives d'intérêt collectif, il y a effectivement une forme de militantisme et de projet qui est porté par des acteurs très investis. Comment animer durablement le multisociétariat, qui est une question centrale en fait, puisque c'est une des caractéristiques, je dirais, c'est dans l'ADN même de ces entreprises. Est-ce que la démocratie, ça se décrète ou est-ce que ça s'organise ? Puisque la démocratie, dans les principes, oui, dans la pratique, c'est difficile à mettre en œuvre au quotidien. Et comment innover avec les institutions, puisque les institutions sont porteuses de normes, de régulation, et l'innovation, parfois, ça se fait en dehors des normes et des règles. Voilà, en quelques mots, ce qu'a été notre projet, ce qu'il est encore, puisque nous comptons bien poursuivre. C'est une journée de clôture d'un projet en particulier, mais ce projet, en fait, nous a amené à explorer tellement de pistes qu'il est enthousiasmant et que nous souhaiterions le poursuivre. Et donc, je remercie la CGSCOP qui a accepté de le poursuivre avec nous et surtout notre laboratoire de recherche qui nous accompagne et nous soutient dans ce cadre. Et je voudrais dire que nous avons la chance d'avoir un laboratoire de recherche qui est orienté vers des questionnements liés en management et société, dans lequel nous avons une grande liberté d'action. Et je remercie aussi Damien Lamberton, donc notre vice-président recherche, qui nous permet au quotidien de réaliser ces travaux. Et Sylvie Chevrier, notre directrice de laboratoire. Merci à tous. Je vais donc inviter maintenant Sylvie Chevrier, qui est donc directrice de l'Institut de recherche en gestion de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonjour à tous. C'est un peu haut pour moi. Alors c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous et à tous mes collègues de l'Université Paris-Est pour contribuer à ouvrir cette matinée en m'exprimant donc au nom du laboratoire, l'Institut de recherche en gestion. Alors comme vous l'avez évidemment vu tout au long de vos projets, l'IRG a été un des porteurs de cette recherche sur les SIC à travers la participation concrète des collègues qui ont été déjà cités et que je remercie. Quelques mots sur l'IRG. L'IRG, c'est le laboratoire donc, de gestion de l'Université Paris-Est, à la fois Créteil et Marne-la-Vallée. C'est un laboratoire qui rassemble aujourd'hui une centaine de chercheurs et chercheurs associés et une quarantaine de doctorants autour de questions qui relient d'une manière ou d'une autre, comme l'a suggéré Amina Becher à l'instant, les liens entre donc, management et société.
avancée. La recherche qui est produite nourrit également les parcours d'une trentaine de masters, dont un master qui est dédié à la gestion dans l'économie sociale et solidaire, dont on pouvait trouver le descriptif, je l'ai vu à l'entrée. Alors, les travaux dont vous allez discuter ce matin et rendre compte sont assez emblématiques de la recherche qui se conduit à l'IRG de deux points de vue, à la fois du point de vue de la démarche de recherche et aussi du point de vue des objets de recherche. Alors, en ce qui concerne la démarche, évidemment, en sciences sociales, ce que nous étudions, ce ne sont pas des objets inertes qui se donnent à l'observation, ce sont des sujets, ce sont des acteurs dans des systèmes organisés et qui ont à dire, évidemment, sur ce qu'ils vivent. Et donc, il est important pour nous, en sciences sociales, que la recherche se fasse en partenariat avec le monde socio-économique auquel la recherche s'intéresse. Alors, en partenariat, parce que des personnes comme vous sont convaincus des apports potentiels de nouvelles connaissances et voient un intérêt à ce que leurs organisations s'ouvrent aux chercheurs et acceptent de s'exposer à un regard extérieur, mais surtout en partenariat parce que la production scientifique en sciences sociales, c'est une coproduction. C'est le fruit du croisement des regards et des réflexions entre les acteurs de terrain et les chercheurs. Et l'IRG a une longue tradition, même si ce n'est pas un dogme et une méthode exclusive, nous avons une longue tradition de recherche-action. Alors, en tant que chercheurs, nous savons que la recherche-action n'est pas forcément le plus court chemin vers la publication, même s'il y en a, et votre document montre effectivement toutes les productions qui sont déjà produites d'ailleurs ou en cours. Mais pour nous, c'est d'abord une nécessité sociale que cette recherche-action. Il est clair, évidemment, que les organisations doivent pouvoir bénéficier des éclairages de la recherche pour améliorer l'efficacité collective, mais aussi parce que les organisations, et les SIC en particulier, ont des comptes à rendre à de multiples parties prenantes. Et il est important de connaître et de comprendre ce qui s'y passe, les modes de gouvernance qui s'y mettent en place, et le fait de pouvoir porter un regard collectif et critique sur le fonctionnement de nos institutions dans une société est une des exigences d'un régime démocratique. Alors, en ce qui concerne les thèmes de cette journée, donc ils sont également au cœur des questions que se pose l'IRG. Alors, il est de bon ton aujourd'hui de dénoncer les ravages de la gestion sur les collectifs. La société serait malade de la gestion, tout comme les individus et les collectifs seraient fragilisés par la poussée gestionnaire. On constate tous effectivement des dérives indéniables de la gestion, mais les dérives de la gestion ne sont pas une raison pour s'en passer. Sans gestion, les perspectives seraient-elles vraiment meilleures ? Qui aujourd'hui pourrait clamer que l'absence de stratégie pour relever les défis qui nous attendent, que ce soit le changement climatique, les transformations liées au numérique, la revitalisation des démocraties, est un atout ? Qui pourrait se targuer qu'une impréparation aux adaptations nécessaires serait un plus ou qu'il faut nécessairement mal gérer les ressources. Donc la question n'est pas d'avoir moins de gestion ou plus de gestion, mais la question c'est celle d'avoir une gestion qui va servir des objectifs qui seront collectivement définis et négociés. Donc l'enjeu pour nous à l'IRG, c'est de réencastrer l'économie dans la société, pour parler comme Polanyi, et pour les sciences de gestion en particulier, de regarder de près les effets des systèmes et des pratiques de gestion, comme la gouvernance, comme l'évaluation de la performance ou l'instrumentation de gestion. Donc notre objectif, c'est de comprendre ce qui se joue sur le terrain pour pouvoir orienter l'action vers des pratiques au service de la société.
Alors ces questions des rapports entre management et société sont celles qui animent l'IRG depuis ses débuts, et le projet PICRI que vous avez mené sur les SIC s'inscrit tout à fait dans cette mission. Il a nourri nos réflexions et nous l'espérons celles des partenaires sur les liens entre management et société, entre les performances définies de manière large et de multiples points de vue et les responsabilités. Alors, cette matinée de clôture est un moment important de partage sur les résultats de ces travaux et sur les suites aussi que vous jugerez bon de donner à ces recherches. À travers ces échanges et ces discussions, chacun pourra enrichir ses analyses, identifier ou valider des pistes de recherche futures, semer pour prolonger et développer nos partenariats. Je vous remercie donc pour cette fructueuse coopération et vous souhaite une très bonne matinée d'échange. Merci Madame Gevrillé. J'invite maintenant Monsieur Damien Lamberton, qui est donc vice-président à la recherche de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Merci. Je voudrais à mon tour remercier d'abord Monsieur Fellous qui porte également une cravate. Je dois dire que dans ma discipline, les mathématiques, le port de la cravate est à la limite suspecte et donc j'en ai pas beaucoup l'habitude. Mais dans mes fonctions de vice-président recherche, je me suis astreint à de temps en temps porter des cravates et notamment pour l'ouverture des colloques. Et un de mes premiers colloques, c'était un colloque en économie. Je me suis dit, ce sont des économistes, ils auront tous une cravate. J'ai mis une cravate dans la salle, j'étais le seul à porter une cravate. Alors, on parlait à propos des sociétés coopératives d'intérêt collectif, d'organisation agile et fragile entre engagement et épuisement. Et je me suis dit qu'on parlait peut-être aussi de l'université, parce que l'université, au nom de laquelle donc, je m'exprime aujourd'hui, est un peu une de ces structures fragiles et agiles entre engagement et épuisement. Et je crois que mes collègues gestionnaires en savent quelque chose, puisqu'elles ont à gérer un nombre très important d'étudiants, un nombre très divers de formations, avec, il faut dire, assez peu d'enseignants-chercheurs pour prendre les responsabilités de tout ça. Alors notre université, elle est aussi engagée dans un grand projet qui est de construire une vision globale et holistique de la ville de demain en mettant l'humain au cœur du projet. Alors c'est un grand projet qui a été sélectionné et labellisé par un jury international dans le cadre des programmes Investissements d'avenir. Il a un volet institutionnel et un volet scientifique. Un mot sur le volet institutionnel, il s'agit de réunir en un établissement unique une université, la nôtre, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, un institut de recherche, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, 3 écoles d'ingénieurs, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, l'ESIE Paris, l'école des sciences géographiques et une école d'architecture. Et puis, il y a un volet scientifique. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce programme scientifique qui est ambitieux sur les thématiques de la ville. Je voudrais dire simplement que le jury, dans l'appréciation qu'il a faite de notre dossier, a trouvé que les sciences sociales n'étaient peut-être pas suffisamment mises en avant. Et à ce propos, on avait une réunion cette semaine avec des représentants de la région où il était question beaucoup de projets de recherche et d'innovation et beaucoup d'innovation technologique. Et la collègue en charge du projet scientifique qui nous anime en ce moment est intervenue pour dire mais l'innovation, c'est pas seulement l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation sociale. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous apportez la preuve que l'innovation sociale, ça existe et que ça peut être aussi un objet de réflexion pour les chercheurs. C'était d'ailleurs déjà au cœur du projet du PICRI au moment de la soumission du projet. Un autre élément aussi que je voudrais souligner, c'est l'approche interdisciplinaire qui anime les équipes de l'Université de Marne-la-Vallée, et particulièrement les collègues qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Hervé de Falvar, qui est là, est porteur d'une chaire sur l'économie sociale et solidaire. Il est, lui, économiste, donc dans notre laboratoire de recherche d'économie. Et aujourd'hui, donc, les gestionnaires
sont impliqués dans ce projet PICRI, et ils ont associé aussi à leur réflexion un autre laboratoire de notre établissement, le LISIS, le laboratoire interdisciplinaire sur les sciences et l'innovation en société, dirigé par Pierre-Benoît Joly, que je salue au passage. Et donc ça prouve bien qu'il y a un ensemble de forces de recherche sur la thématique de l'innovation sociale en général. Et tout ça est évidemment très pertinent pour construire la ville de demain. Donc je remercie Amina Bécher et ses collègues pour leur engagement dans ce projet, et je vous souhaite une matinée très riche. Merci. On va maintenant quasiment clore ces mots d'introduction en donnant la parole à la Confédération Générale des SCOP, à Jean Huet, c'est ça? Oui. Et Catherine Friedrich. Donc Catherine Friedrich est directrice des études à la CGSCOP, et Jean Huet est délégué SIC pour la même CGSCOP. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et à tous. Je serai brève. Je dirais, comme responsable du petit service des études de la Confédération Générale des SCOP, mon propos va débuter sur le fait que la recherche, en fait, est un élément absolument fondamental à la Confédération Générale des SCOP. Et en fait, nous en avons besoin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a besoin de la recherche pour pouvoir représenter les SCOP et les SIC avec des analyses quantitatives et qualitatives qui peuvent caractériser au plus juste ces modes d'entreprendre qui sont, somme toute, très différents des entreprises conventionnelles. La deuxième raison, c'est que la recherche nous aide à appréhender les enjeux qui sont ceux des SCOP et des SIC et de ce fait qui peuvent orienter nos actions de lobbying en réponse à des besoins exprimés par les coopératives. Et puis évidemment, c'est très important la recherche pour pouvoir promouvoir et également développer en accompagnant le déploiement des SCOP et des SIC sur les territoires. Donc en un mot, finalement, la recherche est absolument primordiale pour le développement des sociétés coopératives et participatives. Et elle est aussi primordiale, en fait, et indispensable pour accomplir l'ensemble des missions de la Confédération aujourd'hui. Alors, elle est particulièrement importante, cette recherche, pour les SIC, bien sûr, parce qu'on est là, on assiste à je dirais plutôt, on participe à la mise en œuvre d'un statut qui est quand même, somme toute, relativement récent, qui date du début des années 2000. C'est un mode d'entreprendre qui se développe très rapidement. Alors, ça a été dit, on est les chiffres là qu'on va sortir incessamment, on est à 620 SIC aujourd'hui sur les territoires en France. Quand on a commencé la recherche, on était à peine à 200 SIC, il n'y a que quelques années. Donc elle se développe à un rythme accéléré, on doit le dire. Et puis aussi, l'emploi de ce statut et de son mode de gouvernance intègre de plus en plus de filières et de secteurs qui sont très différents. Et aujourd'hui, nous sommes quand même très loin de connaître toutes les applications qui se profilent de ce statut. Alors, avec Alix Margado, quand nous avons rencontré l'équipe de chercheurs POPES, je crois que c'était fin 2011 en fait, je ne suis pas absolument sûre, mais voilà, au début 2012. En fait, on s'est tout de suite retrouvés dans cette approche de pilotage des organisations de l'ESS et de pilotage de la performance, dans cette approche gestion qui couplait finalement une approche à la fois académique, mais également orientée fortement vers la recherche-action. Et puis, très rapidement après, on a obtenu ensemble donc, cette subvention de la région. Et je profite pour remercier la région Île-de-France pour cette subvention qui nous a vraiment donné les moyens d'établir un programme de recherche et des actions associées. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est en fait, et ça a déjà été dit, mais c'était très important, c'est le caractère innovant
du processus de recherche, parce qu'on a beau dire effectivement les SIC sont extrêmement innovants, évidemment on va en parler pendant la table ronde, mais en fait le processus, et en particulier lors de ce partenariat de recherche, est extrêmement innovant parce que on peut véritablement parler de recherche partenariale, puisque dans la gouvernance même de ce projet, en fait, ont été intégrés l'ensemble des parties prenantes, donc évidemment l'équipe de recherche, la CGScope, mais également les SIC. Donc en fait, et ça a été évoqué également tout à l'heure, traditionnellement, dans les recherches un peu classiques, ce sont des objets d'études, et en fait là, les SIC sont passés de l'état, on va dire, objet d'étude à partie prenante à part entière, et cela est très important parce que je crois que ça présente plusieurs avantages, et en pratique, en fait, le premier avantage, c'est l'assurance que les objectifs de la recherche soient définis et aussi soient orientés et revisités au fur et à mesure de la recherche en accord avec les intérêts des SIC, de l'équipe de chercheurs et puis de la Confédération. Le deuxième avantage, c'est la possibilité que nous avons eu régulièrement de pouvoir réagir lors de l'analyse et en fait de participer même modestement à la coproduction des travaux, parce que la plume quand même était tenue par l'équipe de chercheurs. Et ce faisant, et c'est très important, la possibilité pour nous de nous approprier des résultats pour avancer dans nos missions propres. Et pour ce qui est de la Confédération, ça s'est traduit dans notre approche du multisociétariat, ça s'est traduit dans la conception d'outils spécifiques pour les SIC, et je ne vais pas en dire plus puisque c'est Jean qui, dans un tout petit instant, va développer entre autres ce sujet. Donc un grand merci à l'équipe de chercheurs qui pour le travail accompli en mode participatif, et à toutes les SIC qui se sont investies dans ce projet. Un grand merci parce que finalement le résultat, ça a été que vous avez mis les SIC en lumière très grandement par de nombreux articles qui ont été écrits et qui sont encore à venir, et puis aussi en lançant des appels aux communications qui ont provoqué d'autres articles et d'autres chercheurs à écrire et à étudier les SIC de près. Et nous sommes bien sûr ravis de poursuivre ce travail avec Almina et toute son équipe, ainsi qu'avec toutes les SIC qui voudront bien et souhaiteront s'engager dans ce travail. Merci. Est-ce que non, ça marche pas? Il faut appuyer. Voilà, là ça marche. Bon, sinon je vais parler là, ça sera plus rapide. Merci en tout cas à vous. Non, ça marche pas. Merci en tout cas à vous d'être ici. Pour cette clôture de journée, voilà, c'est que ça marchait, mais c'est pas grave. Pour cette clôture de ce programme de recherche, pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui étaient là, il y a à peu près 1 an et demi, en novembre 2015, on était déjà présents dans ce lieu, au Crédit Coopératif, dont je remercie encore l'accueil, pour l'Agora des SIC. Et à l'époque, on était, on venait de passer le cap des 500 SIC en activité, et on parlait d'entreprise de demain. Donc la question de la ville de demain est au cœur, et la question de l'avenir finalement est au cœur de l'utilisation de ce statut depuis l'origine, bien entendu, depuis 2001. Et c'est éloquent que, voilà, année après année, on continue à poursuivre les travaux qui ont mené des précurseurs, dont Alix, mais accompagné d'autres acteurs comme le réseau des CUMA ou des acteurs de terrain, de SCOP ou d'UES, d'Union d'économie sociale, à envisager, imaginer cette autre forme d'entreprise, une entreprise à but social qui participe de fait à construire effectivement le monde de demain qui fait face à la fin des arrogances et qui de fait doit amener à la coopération. Alors il y a 1 an, on était ici donc pour parler de l'entreprise de demain, et on avait déjà au cœur de ce questionnement la question de l'animation du fameux multisociétariat propre aux SIC et qui en font finalement leur ADN et surtout le terreau commun à toutes les SIC. Puisque la diversité des 600 SIC en activité aujourd'hui, dans tout domaine d'activité, vous le verrez tout à l'heure dans la table ronde, c'est pas leur activité qui fait le commun. C'est bien la manière dont elles organisent une activité et dont elles souhaitent intégrer l'ensemble des parties prenantes qui ont affaire, d'une manière ou d'une autre, impacter positivement ou potentiellement négativement à l'origine par une activité. Et donc cette dynamique du multisociétariat, dans le monde coopératif, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est l'animation de la vie coopérative, l'animation du projet coopératif. Pour autant, ce n'est pas simplement des éléments de principe
qu'on écrit dans des statuts et qu'on regarde de temps en temps en Assemblée générale, mais c'est bien un vecteur en tant que tel de la dynamique et du dynamisme des SIC en activité. Et ce qui est intéressant avec les travaux de recherche menés avec le PICRI, c'est que justement, en parallèle de ces travaux de recherche, donc de recherche-action, également à la CGScope, on reprenait le pli de cette question de l'animation coopérative comme un sujet central de travail et d'accompagnement des SIC existantes ou des SIC en création. Et de fait, en 2015, quand ici on posait la question de l'animation du multisociétariat au regard de la place des collectivités, au regard de l'impact sur le territoire ou tout simplement dans la manière d'animer un collectif divers et varié, eh ben, la recherche a mené finalement aux mêmes réponses, aux mêmes conclusions, à ce même besoin de disposer de plus en plus pour les dirigeants, pour les animateurs des SIC, eh ben, d'outils adéquats, appropriés pour animer ce collectif. Et finalement, en s'inspirant assez largement et ouvertement de toutes les dynamiques qu'on a pu connaître en France et ailleurs, de l'éducation populaire, bien entendu. Et de ne pas voir ça simplement comme un côté... comme c'est souvent mis de côté dans les logiques de gestion, qu'on pourrait considérer voilà, la dimension socio-culturelle d'animation, mais en considérant bien l'animation comme un atout économique, comme un atout pour le projet économique mené, puisque la solidité d'un projet coopératif, la solidité d'une diversité de parties prenantes qui comprennent leur intérêt à agir ensemble et qui donc vont agir ensemble, crée, et on le voit dans de nombreuses SIC, des choses souvent inattendues, des nouvelles modalités de coopération qui n'étaient pas forcément envisagées, qui étaient parfois difficiles à produire à l'origine, mais par l'effort des dirigeants, par l'effort des gens qui ont décidé de s'impliquer, eh ben on voit émerger des nouveautés, des nouvelles dynamiques. Et c'est bien cette richesse-là, finalement, qui est vraiment intrinsèque et donc commune à toutes les SIC, ce multisociétariat, dont ce sera l'objet ce matin, qui est pour nous vraiment un sujet et une question essentielle. Et ce qui a mené, donc, depuis l'Agora 2015, à la production, effectivement, de nouveaux outils d'accompagnement au sein du mouvement des SCOP pour les SIC, inspirés largement, comme je l'ai dit, de pratiques de sciences de l'organisation ou de l'éducation populaire, pour essayer d'introduire une dimension nouvelle et un peu plus dynamique, en disant que la coopération, ce n'est pas simplement les 7 principes coopératifs écrits, c'est aussi quelque chose qu'on vit au quotidien et qui a un impact réel et sérieux sur le projet de la coopérative. Merci, et donc bonne matinée, et surtout merci aux SIC et aux intervenants qui ont accepté gentiment de participer à nos côtés. Merci Jean. Bien, je vais inviter les 5 premiers intervenants de cette matinée à me rejoindre sur la tribune. Juste vous dire, donc on a une matinée qui va être assez dense, je m'en excuse par avance. Elle est structurée autour de 2 tables rondes qui vont reprendre deux des questionnements qui ont travaillé le PICRI tout au long de son travail. L'un sur installez-vous où vous voulez, il n'y a pas de plan de table. Donc la question de l'innovation, l'innovation sociale, et la question de la démocratie, comment faire vivre la culture démocratique au sein d'une SIC. Ce sont des tables rondes qui vont durer 1 heure. Le format est assez simple. Chaque intervenant ou intervenante aura 5 minutes pour amener ses éléments de réflexion, son témoignage par rapport à la question posée, innovation sociale ou culture démocratique. 5 minutes. On entend les 5 interventions et ensuite on fera en sorte de laisser un large temps, une vingtaine de minutes, une demi-heure, d'échange avec la salle pour que vous puissiez poser vos questions, apporter vos propres témoignages. L'idée, c'est évidemment de continuer, de poursuivre la réflexion entamée dans le PICRI, de nourrir avec de nouvelles réflexions, de nouveaux exemples, etc., etc. Petite information, l'ensemble des débats est filmé, vous avez dû remarquer les caméramans, puisque ça donnera l'occasion derrière à un document de synthèse vidéo que vous pourrez retrouver sur le site du POPES à la fin, enfin plus tard. On ne m'a pas donné de date, mais ça arrivera sans tarder. Donc, nous voilà partis pour une première table presque ronde autour de la question de l'innovation sociale. Donc avec moi, autour de ces 3 petites tables, donc Madame Corinne Bébin, donc, qui est maire adjointe de Versailles et qui est également la présidente de la SIC Solidarité Versailles Grand Âge. Bonjour Madame Bébin. Monsieur Hervé Defalvar, qui est donc responsable de la chaire Économie sociale et solidaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Monsieur Pierre-Benoît Joly, qui est donc directeur du laboratoire, alors là je vais le lire pour ne pas faire d'erreur, du laboratoire interdisciplinaire sciences, directeur de recherche, pardon, du laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation, société, l'ISIS. Voilà.
Il y a des choses qu'il faut lire pour ne pas se tromper. Monsieur Christophe Oudebine, qui est donc directeur d'une SIC, la SIC Urban Coop. Et enfin, monsieur Gilles Christophe, qui est administrateur de la SIC Atla. Donc, comme je vous l'ai dit, on va donner la parole à chacun des intervenants pour qu'ils puissent un peu répondre à cette question. On est sur la question de l'innovation sociale. Ça a été redit précédemment. De par le multisociétariat, les SIC sont de fait dans l'innovation sociale. Mais finalement, on pourrait se demander, peut-être que ça vaut le coup de recommencer, de repartir du début. C'est quoi l'innovation sociale ? Les SIC, au-delà de leur multisociétariat, sont-elles un lieu pertinent pour innover socialement et in fine, on peut aussi se demander à quelles conditions, puisqu'on l'a dit, un statut n'est qu'un statut, finalement, c'est comment ce statut, on s'en empare pour faire en sorte qu'il réponde à des besoins. Ici, la question de l'innovation sociale. Alors, pour commencer, je vais donner la parole donc à monsieur Pierre-Benoît Joly, donc, qui est du laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et puisque vous travaillez sur cette question, j'avais envie de vous poser la question. Vous travaillez sur l'innovation. C'est quoi l'innovation sociale et comment, selon vous, en quoi les SIC peuvent justement permettre de travailler sur l'innovation sociale en lien avec les territoires, puisqu'on a une grosse problématique de territoire aussi dans cette matinée. Alors juste peut-être une petite précision, comme on n'a que 5 minutes, que ça va aller super vite, je me permettrai de couper si vous êtes un peu trop long, je m'en excuse par avance. Merci de veiller au temps. Bonjour à toutes et à tous. Je vais dire d'abord d'où je parle, comme on dit. Donc, je suis spécialiste d'études d'innovation. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste des SIC ou de l'économie sociale et solidaire. J'ai deux casquettes ici. J'ai ma casquette de chercheur. Je suis directeur de recherche à l'INRA et effectivement directeur d'un labo qui est à l'université Paris-Est. Et je suis également coprésident d'une association qui s'appelle Association pour l'Alliance Sciences-Société, ALICE, qui a récemment présenté un livre blanc sur les questions de relations sciences-société au Parlement et dont je m'inspirerai en partie. Alors, moi, je vais faire deux choses très rapidement. C'est effectivement proposer des définitions concernant l'innovation sociale et ensuite, selon moi, l'importance du lien entre innovation sociale et territoire. Je pense que l'innovation sociale, c'est une notion qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui nous conduit aujourd'hui, me semble-t-il, à revisiter, sinon réinventer l'innovation, la notion de l'innovation. La notion de l'innovation, en fait, c'est tout simplement la façon dont des idées, des inventions rencontrent leurs utilisateurs. Et mon premier point, c'est de dire que cette notion, où les processus d'innovation, les politiques d'innovation, aujourd'hui sont remis en cause, sont d'une certaine façon en crise, parce que les trois mythes fondateurs sur lesquels s'appuie l'innovation sont eux-mêmes remis en cause. Je serai très rapide. Le premier mythe, c'est le mythe du ruissellement, c'est-à-dire l'idée que dans la société, quand les riches s'enrichissent, bien en fait, les pauvres ne s'appauvrissent pas, les pauvres s'enrichissent aussi, et qu'on arrive finalement par l'enrichissement, par la création de richesses, à régler tous les problèmes. D'évidence, ce n'est pas le cas. On a une augmentation de la richesse nationale dans les pays développés en même temps qu'une augmentation des inégalités et une augmentation des problèmes environnementaux. Donc le modèle du ruissellement est remis en cause. Deuxième mythe qui est remis en cause, c'est le mythe d'une innovation descendante, une innovation linéaire descendante. Et aujourd'hui, on voit de toutes parts en fait qu'on a des formes d'innovation très différentes, des formes d'innovation distribuées, ascendantes, où les utilisateurs sont en même temps source d'innovation. Et le troisième mythe de l'innovation qui est remis en cause, c'est le mythe de l'innovation comme quelque chose qui est toujours positif. Je citerai simplement le problème de l'obsolescence planifiée et sans développer, en fait, on voit bien effectivement qu'on a des innovations qui peuvent être systématiquement destructrices de valeurs, destructrices de ressources naturelles, mais aussi de ressources psychiques et cognitives. Mais on pourrait prendre encore d'autres exemples, l'exemple de l'innovation financière qui conduit en fait à des crises systémiques de grande ampleur dont nous venons de vivre une secousse, mais qui sont encore à venir. Donc du coup, aujourd'hui, dans la communauté des spécialistes d'innovation, on a une conscience assez forte du fait qu'il y a une rupture forte liée à la remise en cause de ces mythes.
Et l'innovation sociale, je pense que ces enjeux sont précisément dans ce renouveau avec donc l'innovation sociale, on l'a définie couramment comme une innovation qui est sociale dans ses moyens et dans ses objectifs, ce qui conduit à souligner deux enjeux de l'innovation sociale. Le premier, c'est qu'avec l'innovation sociale et la remise en cause de la crise de l'innovation, on a le retour de la question de la directionnalité, le retour de la question de finalement à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert d'innover. Et donc la question de finalement des besoins sociaux qui sont liés à ces processus d'innovation. Et en quelque sorte, pour le dire très vite, en fait, réassocier la notion d'innovation à celle de progrès. La seconde dimension, le second enjeu, c'est l'enjeu de l'empowerment, c'est-à-dire que l'innovation sociale doit conduire à enrichir le social, doit conduire à améliorer les capacités d'action collective. Donc je crois que c'est vraiment ça qui est au cœur de l'innovation. Et évidemment, on voit bien dans le débat sur les SIC qu'il y a une très forte correspondance potentiellement entre ces deux grands enjeux qui sont les piliers de l'innovation sociale et la raison d'être des SIC. Alors très rapidement, les territoires, je vais juste dire... Moi, je travaille l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, les territoires, c'est important. Alors, peut-être pas les territoires tels que vous les entendez, les territoires qui sont plutôt urbains, mais la notion de territoire en agriculture, c'est essentiel. Qu'est-ce qui se passe en agriculture? Il y a deux grandes ruptures. La première, concernant l'innovation, la première, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, en fait, c'est reconstruire des dynamiques d'innovation à partir des compétences locales, à partir des savoir-faire locaux, à partir des caractéristiques des écosystèmes et des systèmes sociaux qui sont associés à ces écosystèmes. Et donc, c'est vraiment une innovation qui doit être conçue et réalisée pour et par les acteurs concernés. Le second élément de rupture, c'est la reconstruction en fait, de nouvelles formes d'organisation et de nouvelles formes de marché avec tous les enjeux liés au circuit court, AMAP ou d'autres formes organisationnelles. L'agriculture, en fait, c'est un milieu dans lequel la coopération agricole a joué un rôle extrêmement important au cours du XXe siècle. Je pense qu'on pourrait se demander effectivement quelles sont les limites de la coopération agricole aujourd'hui et analyser les enjeux du multisociétariat des SIC à l'aune de cette question. Je pense qu'une des difficultés des coopératives agricoles à saisir ces enjeux, à saisir les enjeux de l'agroécologie et à saisir les enjeux de reconstruction de nouvelles relations entre l'agriculture, les consommateurs, les citoyens et la société sont liées au fait justement que les coopératives agricoles ne sont pas fondées sur cette idée de sociétariat. Donc je crois qu'il y a là un exemple qui pourrait être assez intéressant pour discuter effectivement de l'importance des SIC. Je voudrais juste finir en disant tout cela, en fait, ce qu'on voit, et on le voit aujourd'hui, 600 SIC, c'est considérable. En même temps, en fait, et ça c'est les analyses de la liste, on voit qu'il y a des barrières culturelles, mais des barrières également en termes de politique publique qui sont énormes pour les acteurs en fait des SIC, ce qu'on appelle à la liste le tiers-état de la recherche, donc des acteurs qui ne sont pas considérés comme faisant partie du paysage de la recherche. Il est significatif que la recherche dont on parle aujourd'hui ait été financée par les PICRI, une belle initiative de la région Île-de-France, mais cette source de financement n'existe plus. Merci Monsieur Joly pour nous avoir effectivement très rapidement, j'en conviens, réintroduit cette question de l'innovation, des enjeux de l'innovation, de réancrer cette question de l'innovation avec la logique du progrès, enfin les enjeux du progrès. Monsieur de Falvar, donc vous êtes responsable de la chaire économie sociale et solidaire de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Donc vous connaissez bien mieux les acteurs de l'économie sociale et solidaire et vous avez travaillé également sur les SIC. Vous, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez en fait, ce qui est intéressant dans les SIC, c'est aussi qu'elles innovent socialement parce qu'elles s'inscrivent dans une autre logique qui est la logique des communs. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu cette idée ?
Merci aux collègues de Marne-la-Vallée de m'avoir convié à cette clôture de la table ronde et puis peut-être aux suites qui en émergeront. Alors effectivement, je commencerai par dire peut-être un ajout par rapport à la définition qui a été donnée de l'innovation sociale et qui est cet ajout qui vient de l'école de Stanford et qui insiste sur le fait que l'innovation sociale, c'est une nouveauté qui est au service d'une création de valeur collective, celle d'un groupe, d'une communauté. Ce qui est un peu différent de seulement répondre à des besoins sociaux mal satisfaits par le marché ou par l'État, qui est la définition que l'on retrouve dans la loi sur l'économie sociale et solidaire. Alors, je partirai d'un point de vue un peu théorique, puis après j'irai vers du concret, effectivement sur l'idée selon laquelle pour les SIC, pour promouvoir sur les territoires, pour développer sur les territoires de l'innovation sociale, eh bien, une des pistes est celle de s'inscrire, de s'apparenter à des communs sociaux de territoire. Alors, on connaît les communs associés aux ressources naturelles dans les sociétés traditionnelles, remis à l'ordre du jour par les travaux de Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie de 2010. L'eau, les pâturages, les bois ont fait depuis longtemps l'objet d'organisations avec des communs qui ne sont donc ni le public ni le privé marchand. Et puis, on connaît aussi de manière plus nouvelle les communs numériques autour des logiciels libres ou de Wikipédia France, par exemple, qui, dans les deux cas, sont des organisations collectives qui permettent à leurs membres d'accéder à la ressource en garantissant la durabilité de cette ressource. Donc, c'est cette organisation que l'on appelle des communs. Alors, les communs sociaux, c'est une hypothèse que nous développons notamment dans la chaire d'économie sociale et solidaire, mais avec des collègues italiens plutôt juristes, qui est de dire que les communs sociaux, ce sont sur les territoires des groupes qui s'organisent pour rendre accessible à leurs membres, aux personnes sur les territoires, rendre accessible des ressources sociales qui sont l'éducation, la culture, l'alimentation, l'énergie, la mobilité, le logement. La liste peut être assez longue, que l'on peut caractériser comme des biens fondamentaux dotés de droits universels. Alors, en quoi les SIC peuvent-elles être un outil pour, à travers ce développement d'une logique de communs sociaux sur les territoires, d'apporter une innovation sociale dans cette direction. Alors, je prendrai un exemple. Et là, je serai plus concret. Alors, cet exemple de SIC, c'est la SIC de Thiers Actipol, qui est la seule entreprise à but d'emploi dans le cadre de ce que vous avez peut-être entendu parler, de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, avec 10 expérimentations lancées en France depuis juillet dernier. Et dans ces expérimentations, l'idée, c'est de créer une nouvelle type d'entreprise qu'on appelle l'entreprise à but d'emploi pour permettre aux chômeurs de longue durée du territoire de construire leur emploi dans le cadre de ces entreprises. Et l'entreprise à but d'emploi dans l'expérimentation de Thiers est la seule à avoir le statut de SIC et notamment un des partenaires qui a été important dans la création et la gestation de cette SIC, c'est le parc naturel du Livradois-Forez qui s'est beaucoup impliqué dans cette initiative, cette innovation sociale. Alors, l'innovation sociale de cette SIC, on peut effectivement la voir à la fois par rapport aux moyens et puis par rapport aux finalités. Alors, par rapport à la finalité, la valeur collective, puisque j'ai associé l'innovation sociale à la création d'une valeur collective attachée à un groupe, à une communauté. Ici, la valeur collective, c'est la création d'emplois pour les personnes issues de 2 quartiers politiques de la ville de Thiers, qui sont en chômage de longue durée, d'avoir un accès à l'emploi. Ça, c'est l'accès de tous à l'emploi, c'est une valeur collective partagée par l'ensemble des partenaires de la SIC, public, privé, privé marchand, privé non lucratif. Et le processus qui permet d'atteindre cette finalité sociale, cette création de valeur collective, est lui-même, parce qu'il passe par le canal de la SIC en l'occurrence, fait l'objet d'une innovation sociale de moyens, à 2 niveaux. Premier niveau, c'est celui de la gouvernance.
En effet, alors là, très concrètement, les 30 premiers chômeurs ont été embauchés le 1er mai dernier. C'est quand même assez symbolique d'avoir une embauche le 1er mai, le jour de la fête du travail. Et 30 donc, chômeurs ont été embauchés dans cette SIC. Et comme le nierait notre nouveau président, en même temps que d'être salariés, ils sont aussi co-dirigeants de la SIC, puisqu'ils intègrent une SIC. Alors, ils l'intègrent en ayant signé un contrat de travail, mais ça fait 1 an qu'ils sont dans le projet, ces 30 chômeurs de tiers, et ils ont coécrit les statuts de la SIC. Donc, ils sont vraiment dans la dirigeance de la SIC, et ça, c'est une véritable innovation que de transformer des chômeurs de longue durée en co-dirigeants d'entreprises dans laquelle ils construisent leur propre emploi avec un empowerment tout à fait important. Et alors, très concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, par exemple, lorsque le chargé de mission d'Harmonie Mutuelle vient vendre la mutuelle d'entreprise dans la SIC, il s'adresse aux salariés en décrivant et en déclinant tous les points sur lesquels les salariés vont avoir des avantages grâce à Harmonie Mutuelle. Et au bout d'un moment, les salariés disent, oui, d'accord, ça c'est bien beau, c'est pour les salariés, mais qu'est-ce que c'est pour l'entreprise? Et donc, effectivement, là, vous avez des salariés qui sont aussi préoccupés par le sort de l'entreprise parce que c'est leur entreprise. Donc, c'est une véritable innovation que permet la SIC de ce point de vue. L'autre innovation, c'est par rapport à... Voilà, 1 minute pour la dire. C'est sur l'activité, parce que cette entreprise en but d'emploi est censée créer de l'activité qui n'est pas concurrentielle. Enfin, le cahier des charges est un peu important. Et par exemple, ils ont créé une activité sur la filière bois dans le secteur, mais ils ont permis ainsi d'associer des forestiers, un ensemble d'acteurs qui sont avec des intérêts pas souvent spontanément convergents. Et comme le disait tout à l'heure Amina, là on voit un processus où les intérêts individuels vont être reconfigurés pour s'harmoniser, parce qu'ils passent par un intérêt collectif où certains exploitants forestiers sont d'accord pour partager cette valeur d'un emploi pour tous sur le territoire. Donc il y a bien ici un processus dynamique. Et ce processus sur les territoires ne doit pas être vu seulement, et là c'est l'économiste qui finalement veut conclure, au niveau des territoires. Ces processus sur les territoires s'inscrivent dans un espace mondial. Là je reviens de Roumanie où j'ai visité une coopérative qui vient d'être créée, la coopérative agricole Carrefour, et là aussi c'est des multisociétariats dans le sud de Bucarest. Et ces innovations sur les territoires, elles portent finalement une nouvelle vision de la mondialisation, qui n'est pas celle de la mondialisation financière, mais celle de la mondialisation des territoires, et ça me semblait là une innovation sociale globale. Merci. Merci, Monsieur de Falvar. Vous ouvrez un nouveau champ de réflexion qui est très intéressant. On vient d'entendre donc deux chercheurs. On va maintenant se tourner vers des personnes qui sont en action dans des SIC. Je vais passer... Ah, Monsieur Oudebine est fils d'universitaire. Comme ça, vous ferez la transition, c'est très bien. Donc, Monsieur Oudebine, vous êtes directeur de la SIC Urbancop, donc qui est une coopérative, un opérateur immobilier qui est spécialisé dans le domaine de l'accession sociale à la propriété, et vous êtes spécialisé dans les écoquartiers également. Quand on parle d'innovation sociale, comment ça résonne pour la SIC Urbancop ? Alors, l'innovation, alors je serais prudent sur, je ne sais pas si on fait de l'innovation sociale, on fait de l'innovation, et après, nous, les chercheurs, les universitaires décideront si elle est bien sociale ou autre. Mais c'est vrai que chez Urbancop, c'est quasiment un TOC, c'est-à-dire un trouble obsessionnel compulsif, l'innovation, car on est dans un secteur extrêmement difficile, l'immobilier, voire la promotion immobilière. Il n'y a, à ma connaissance, que 2 SIC, une à Rennes et nous, dans le Sud, qui ont réussi à vivre et à travailler, d'où d'ailleurs la cravate, je le précise, car pour pas passer, quand on arrive dans ces milieux-là et qu'on dit qu'on est une coopérative ou une SIC, on passe pour des oiseaux. Donc la cravate est utile pour essayer de contrer cette image qui est collée parfois au monde des coopératives, et on vient souvent avec nos bilans, parce que notre cabis donne le capital de 10 000 euros, et donc on dit oui, mais on gagne de l'argent. Regardez, on a des réserves impartageables, mais il faut ressortir le bilan parce que le cabis n'est jamais au plus lent. Donc, être innovant et une coopérative, dans certains milieux, c'est un combat. Voilà. Alors, bon, on est sûrement pervers parce qu'on aime bien ce que l'on fait, et donc on continue. Alors, l'innovation, pour nous, il y en a plusieurs. Alors, il y a des innovations essentiellement techniques. Le débat dans l'accession à la propriété des milieux populaires, pour éviter qu'ils aillent, comme disent les grands géographes
dans la périphérie et qui votent tristement d'ailleurs aux élections. Donc notre travail est sur les milieux populaires dans les centres métropolitains, et donc il y a une bataille sur le prix, sur les modes opératoires de financement. Donc on a développé des innovations. Alors comme on s'appelle Urban Coop, on a décliné. Donc on a des innovations techniques et financières qui s'appellent Urban Castor. On a des portages qui s'appellent Urban Pass. On a des outils financiers qu'on a développés pour permettre aux précaires, vous savez, comme dit, on a des banquiers autour de table. Hein. Donc comme ils disent, en imitant Georgina Dufoy, les gens solvables mais pas finançables. C'est-à-dire, traduit dans ce monde-là, c'est les gens qui n'ont pas de CDI, mais qui gagnent de l'argent, qui sont dans la nouvelle économie, qui sont indépendants, qui sont libéraux, intérim, mais dans l'accession à la propriété, zéro. Hein, les banquiers disent solvable, mais pas finançable. Donc on a des solutions là-dessus. Je voulais juste présenter, on en avait discuté ensemble, une petite innovation qui est très reliée au territoire. Dans une opération où nous intervenons sur des périodes tendues, les gens souhaitaient que la coopérative les aide, très concrètement, la collectivité, à faire en sorte que l'énergie, éventuellement l'aide financière, même si on n'en mobilise pratiquement jamais, soit dirigée vers une cible précise. C'était le syndrome des antibiotiques. Est-ce que je prends un antibiotique à spectre large et mon énergie et ma finance est limitée, ou est-ce que je fais un antibiotique ciblé sur la pathologie dont je fais? Et en effet, c'est une difficulté, parce que dans le monde de l'immobilier, organiser le ciblage de projets à destination de population, je parle sur l'aspect juridique de base, ça peut être assimilé à un refus de vente, totalement répréhensible et pénalement condamnable. Vu nos 10 000 euros de capital, autant vous dire qu'on évite les procès. Hein, on évite les procès. Donc on a travaillé et on a été au cœur avec aussi l'État, qui est aussi un membre de TIRA. On a été voir carrément, on ne s'est pas dégonflé, d'ailleurs on se dégonfle rarement, le directeur général de la DGCCRF. On dit aidez-nous à résoudre le problème. Et d'une discussion. Alors nous, dans le Sud, on travaille beaucoup au rosé. Donc repas, rosé. Les vannes s'ouvrent, les gens se décontractent et les idées surgissent. Hein, à sec comme ça, sur une table ronde, c'est pas facile, mais dans le Sud, avec du rosé, ça passe plus facilement. Et donc, on a travaillé et on s'est aperçu qu'on avait au sein de notre SIC, hein, alors on a eu aussi un peu l'idée, on avait un outil, c'est-à-dire l'adhésion à la SIC. L'adhésion à la SIC. Et ça, c'était très important. C'est-à-dire qu'en discussion avec la DGCCRF, qui potentiellement, en tant que participant, elle aurait pu nous attaquer si elle constatait un refus de vente à des personnages ou des gens qui sont totalement en dehors de la cible que la collectivité veut sur un projet d'accession. Alors, je donne des exemples, des gens qui sortent du parc social, qu'elle veut faire accéder. Elle veut éviter que, alors, c'est pas les étrangers, mais les gens qui sont, sauf votre respect, pétés de thunes, viennent acheter parce qu'ils voient l'occasion. Et ça m'est arrivé dans 2 opérations où les gens disent, j'ai appris, même si on fait pas de publicité, vous vendiez des logements A, j'en achète 3. Qu'est-ce qu'on fait en France quand on a quelqu'un qui dit, mais attendez, moi j'ai le chéquier, je paye. Il n'y a même pas de prêt, je paye comptant. Donc nous, on a utilisé le système d'adhésion et la CGSCOP nous a bien aidés avec leur service juridique, et donc on a dans notre SIC, dans nos statuts, 2 types d'associés. On a les associés actionnaires et puis on a les associés ou adhérents qui, comme à la FNAC, c'est le même système finalement que la FNAC, contre un petit service, ils achètent une carte Urban Coop et je vais leur réserver la vente de mes logements. Et comme le dit le DGCCRF, vous n'êtes plus dans le refus de vendre. Vous êtes dans la gestion ou le refus prioritaire de laisser adhérer des gens qui ne sont pas dans une cible que vous avez établie. Et d'ailleurs, pour qu'on soit complètement carré, nous faisons voter au conseil municipal les critères de priorité, de telle manière qu'il n'y ait pas de fantasme du gars qui connaît un tel, le petit copain, etc. Et donc là, la SIC a été pour le territoire un outil très concret qui permettait de faire un ciblage donné, et les communes avec qui on travaille s'en sont données à cœur joie. Alors j'ai eu tous les cas. Bien entendu, on leur a dit, les grands blonds, type scandinave, c'est pas un critère. Hein.
On est dans le sud. Hein. Mais par contre, à l'envers, des critères de revenus, des critères d'âge, des critères de famille. J'ai eu des communes qui voulaient sauver des services publics ou des écoles, des classes. D'autres qui voulaient faire bouger leur parc social. Bref, cet outil très concret a permis aux communes de gérer, et la SIC leur a amené un moyen qu'une société traditionnelle tout aussi volontaire n'aurait pas pu leur amener ou les aurait mis éventuellement en danger. Voilà. Merci Monsieur Oudebine pour cet exemple qui montre bien comment ce statut SIC permet d'innover et y compris en jouant du cadre juridique, mais en restant parfaitement dans la légalité. Madame Bébin, donc vous êtes donc maire adjointe de la ville de Versailles, déléguée à l'action sociale et à la santé, présidente de la SIC Solidarité Versailles Grand Âge. On disait, je crois que c'est au tout début de la matinée, on dit que finalement dans la SIC, c'est pas tant le secteur d'activité, l'activité qu'on mène, que la façon dont on la mène et la dynamique qu'induit la SIC qui est totalement innovante. Vous, c'est un peu, si je résumais un peu l'idée de Solidarité Versailles Grand Âge, parce qu'au-delà d'un bâtiment d'accueil pour personnes âgées dépendantes, en fait, c'est plus une plateforme, une dynamique qui se crée à travers Solidarité Versailles Grand Âge, pour répondre aux besoins des personnes âgées. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, tout d'abord, ça marche. Je voulais dire un grand merci à Alix Mergado parce qu'il a cru en une véritable oxymore. C'est Versailles et innovation. On avait du mal à passer au-delà de cette représentation. Donc merci à Alix Mergado et puis merci à l'équipe des chercheurs parce que la SIC Solidarité Versailles Grand Âge est un tout petit bébé contrairement aux autres et qu'avec mon instinct maternel, quand j'ai vu arriver les chercheurs, je me suis dit oh là là, le bébé il est encore trop fragile pour être observé. Est-ce que ce sont des fées qui se penchent sur son berceau ou pas? Et donc on a eu une discussion tout au départ pour dire bon, est-ce que c'est le moment? Voilà. Donc mais merci parce que vraiment on a eu des discussions très intéressantes et qui ont permis de faire réfléchir tout le monde. Très rapidement, notre histoire, voilà, c'est une ville qui est soucieuse d'offrir une prise en charge de qualité à une population qui est en perte d'autonomie, avec une spécificité, c'est qu'une ville moyenne, 90 000 habitants, 10% de la population a plus de 75 ans. 23 à plus de 60 ans et une projection à 2030 où on va passer à plus 48% et 72% de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc une progression démographique et épidémiologique qui est au-delà de la moyenne régionale et de la moyenne nationale. Le deuxième élément fondateur de cette histoire, c'est effectivement en fait une construction qui a été interrompue d'un EHPAD qui devait être réhabilité et pour lequel on avait une projection d'un EHPAD de 200 places et vraiment sur le plan purement psychologique, moi je ne me voyais pas dans 20 ans dans un blocos de 200 places. Je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on réfléchisse autrement. Donc une analyse de besoins a été refaite sur le territoire, l'ensemble du territoire. On a constaté qu'on avait une offre territoriale de réponse très riche, mais qu'on a été complètement en déni de l'évolution des besoins et surtout de l'affirmation de ces besoins par les citoyens eux-mêmes. Et donc une inadaptation de l'offre à moyen terme. On avait par ailleurs un contexte national et international qui était en grande mutation avec l'OMS qui nous donnait très fréquemment des nouveaux indicateurs de l'espérance de vie, notamment sans incapacité, la loi HPST, la loi ASV, d'adaptation de la société au vieillissement. Tous ces éléments contextuels nous ont conduit vraiment à se dire il faut qu'on se mette en marche, que ce territoire se mette en marche. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'était finalement, on avait tous une représentation sociale de cette personne en perte d'autonomie, finalement, qui collectivement nous renvoyait une image extrêmement désagréable, puisque c'était notre projection à horizon, pour certains de 40 ans, pour d'autres c'est un petit peu plus proche. Mais en attendant, c'était vraiment de se dire, c'est un citoyen, une personne vieillissante, et en fait on s'est dit, finalement, on est tous le vieux d'un autre, donc il va falloir qu'on prenne en compte cette dynamique de manière collective. Ensuite, cette personne vieillissante, c'était pas quelqu'un qu'on mettait en périphérie de notre groupe social parce qu'elle était incapable d'avoir un apport, une utilité sociale, mais c'était bien un citoyen qui avait des besoins en évolution permanente. Donc la question c'était comment est-ce qu'on replace ce citoyen avec ses spécificités dans finalement cette dynamique de territoire.
Alors, il s'agissait d'accompagner le projet de vie de la personne vieillissante en tenant compte de tout son écosystème. L'écosystème de cette personne, c'est avant tout son logement, c'est son environnement familial, son environnement affectif, et puis sa liberté de choix. Et c'était ça le principe fondateur, c'est-à-dire comment ce territoire va mettre en mouvement ce respect de la liberté de choix de cet individu. Alors, il a fallu vraiment changer de paradigme. Hein. Vous imaginez bien, on était dans un cloisonnement sanitaire et médico-social où vous aviez l'établissement hospitalier d'un côté, vous aviez les établissements sanitaires de soins de suite et je vous passe tous les acronymes que notre technocratie, dont notre technocratie nous abreuve quotidiennement, mais qui est finalement une technosémantique qui montre bien que tout ça nous fait très peur collectivement et que plus on le technocratise, finalement, plus on le met à distance de nous-mêmes. Et là, c'était un véritable changement de paradigme qu'il fallait engager au niveau du territoire. Donc, ça voulait dire que les établissements médico-sociaux, les établissements sanitaires, les établissements qui intervenaient en ville, les transporteurs, les commerçants, la police, enfin tous ces acteurs-là regardaient la situation d'une manière dynamique et puis surtout avec un citoyen qui avait une spécificité. C'est là où nous avons croisé donc le chemin de la CGScope et qui nous a dit finalement il y a un outil qui peut répondre à cette dynamique que vous cherchez. Et ça nous a permis, avec la SIC, de concrétiser une sorte d'innovation sociale citoyenne, mais en préservant quand même un certain nombre de valeurs, sachant que cet EHPAD en reconstruction, il était géré par le Centre communal de l'action sociale de la ville de Versailles. Donc il avait une dimension extrêmement sociale, c'était au service de la population âgée vieillissante, mais avec des ressources faibles, puisqu'il était à 100% habilité à l'aide sociale. Donc il fallait, pour financer toute cette histoire-là, retrouver des fonds, des capitaux, et là, il fallait qu'on trouve ce principe inévitable de financement public-privé. Et là, on a eu une deuxième chance de rencontrer sur notre route quelqu'un qui était extrêmement mobilisé sur l'épargne solidaire. Et pour ne pas le nommer, c'est donc le mouvement Habitat Humanisme avec Bernard Devers, à qui j'ai exposé cette problématique et qui dit, nous, on a de l'épargne solidaire qui est faite aujourd'hui et plutôt fléchée autour du mal logement, mais la question de la vulnérabilité de la personne âgée, c'est une question qui nous taraude et il y a des financements solidaires qui sont fléchés aujourd'hui autour de cette problématique du financement de humaniser la dépendance, et c'est d'ailleurs la foncière, Entreprendre pour humaniser la dépendance, qui a apporté 4 millions de fonds au capital, alors que le CCS mettait dans un premier temps 1 million, et ça nous a permis quand même d'être accompagnés, c'est ça qui est intéressant dans cette construction, c'est que finalement les services publics financeurs que sont l'Agence régionale de santé et la CNSA, qui est donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est l'organisme financeur de ces investissements, ainsi que le conseil départemental dont c'est la compétence, on dit, nous on met sur la table 3,7 millions de subventions. Donc on avait déjà globalement un point de départ capitalistique qui nous permettait d'avancer et donc d'avoir recours à l'emprunt et à l'emprunt de la Caisse des dépôts. Il vous reste 1 minute, Madame Bébin. Il faut que je fasse plus vite. Alors, comment avons-nous finalement rencontré cette notion d'innovation ? En fait, on a mis 3 objets statutaires à notre cycle. La première, c'était la restructuration de l'établissement, du patrimoine. Mais c'était une gestion en pleine adolescence parce que, et ça, je prendrai quand même un petit peu de temps pour vous le dire, c'est que on avait donc des agents publics territoriaux sous statut public qui étaient donc à la manœuvre. C'est eux qui fournissaient la prestation. Et on était en train de leur expliquer que du jour au lendemain, ils allaient devenir des agents, des salariés du secteur privé. Vous imaginez le changement paradigmatique que l'on présentait. Vous imaginez bien que là, les syndicats ont montré le bout de leur nez et qu'ils ont eu donc la volonté d'accompagner ce mouvement-là. Et c'est là où ça a été intéressant. Et nous avons fait, je pense, une première innovation sociale. C'est qu'on a dit aux agents de l'EHPAD, qui étaient des aides-soignantes, qui étaient des infirmières, qui étaient des agents hôteliers, qui étaient des médecins, qui étaient, voilà, et qui travaillaient en EHPAD. On les a fait travailler avec ceux qui intervenaient à domicile. Et là, je vous dis une petite anecdote rapide, mais qui est importante. Je pose la question aux aides-soignantes. Elles étaient autour de la table et je leur dis, on est bien d'accord, vous avez le même diplôme. Oui, madame. On est bien d'accord, vous avez bien la même formation. Oui, madame. On est bien d'accord,
vous occupez bien, vous avez bien en charge les mêmes personnes avec les mêmes problématiques. Oui, madame, je leur dis, donc vous faites bien le même métier. Ah non, pas du tout, madame. Et à partir de ce moment-là, on a mené une conduite d'accompagnement du changement. Et qu'on s'est dit, pourquoi ces agents nous répondent que statutairement, en termes de formation, tout ça, ils avaient une communauté de regard, mais que, en fait, ils ne se donnaient pas à voir eux-mêmes comme étant faisant le même métier. Et ça, on s'est dit, Et là, on a commencé à creuser. Et en fait, c'était la représentation du bénéficiaire de la prestation qui était complètement mise en cause. Dans un cas, à domicile, ils étaient, eux, l'obligé de la personne qui venait prendre en charge, parce que c'était son domicile, son espace de liberté, son espace privé, et donc c'était eux les obligés. À partir du moment où la personne avait basculé dans l'EHPAD, elle avait passé la porte du collectif, et là, c'était la personne qui était leur obligée, et donc c'était elle qui décidait des horaires, des modalités et tout ça. Et ça, c'était très intéressant. Donc on a mis un coin, je dirais, dans une représentation, un accompagnement. 3 ans d'accompagnement du changement pour, justement, faire réfléchir au métier avant de réfléchir au statut, à l'adossement de la structure et à tout ça. Alors ensuite, bon, je passe sur la gouvernance à stabiliser parce que ça, il y en a d'autres qui en parleront beaucoup mieux que moi. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est le rôle. Qu'est-ce que fait la collectivité dans cette histoire-là ? Eh bien, en fait, elle a changé de posture aussi. Avant, c'était donc le CCAS qui était le bras armé de la collectivité pour assurer la prestation en tant qu'acteur, puisqu'on faisait la réponse à la demande et aux besoins du territoire. Et là, en fait, en prenant une part membre fondateur au capital de cette société coopérative, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes décentrés, nous sommes devenus animateurs du territoire en disant les acteurs sont sur le terrain, ils sont peut-être mieux placés que nous pour assurer cette prestation au mieux de la qualité du service rendu. Par contre, nous, on va être un petit peu l'opérateur qui pose les garde-fous et pour lesquels on doit mettre en œuvre un certain nombre d'incontournables, notamment, vous imaginez bien, le prix maîtrisé du coût de journée qu'on a capé à 75 €. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus onéreux que ça. Voilà, donc le rôle de la municipalité, le rôle du territoire a été double, c'est-à-dire de mettre en dynamique de coopération l'ensemble de ceux qui étaient reconnus comme compétents pour assurer cette prestation. Deuxièmement, pour fixer un certain nombre de garde-fous autour de ça, mais en insufflant une sorte de perspective enthousiasmante et surtout en disant cette société coopérative, à l'inverse d'une collectivité territoriale, va pouvoir mettre en mouvement des objets de recherche. Je vous cite un exemple, c'est notre jardin thérapeutique où on ne va pas réfléchir à un jardin thérapeutique, c'est un jardin qui va être ouvert à l'ensemble des acteurs de la ville, les assistantes maternelles qui viennent avec les enfants, le multi-accueil, les personnes qui sont désorientées Alzheimer avec l'incontournable question de protection versus liberté de déambulation, enfin des tas de problématiques sur le plan social qui sont lourdes, qui sont très lourdes. Et je termine par le fait que l'épargne solidaire a été donc une prise de capital de gens, et ça c'était intéressant, et merci au Crédit Coopératif d'avoir initié le mouvement, mais on a des banques privées qui ont dit mais votre projet, il nous intéresse. Est-ce qu'on peut mettre comme produit éthique, finalement, une possibilité d'abonder au capital sur un projet intergénérationnel ? C'est notre génération, c'est ceux qui ont entre 40 et 60 ans qui ont peut-être des capitaux à placer. Au lieu de le placer dans l'économie traditionnelle, est-ce qu'ils ne peuvent pas le placer dans une économie qui, elle, va avoir cette notion circulaire ? Alors, on parle de l'économie circulaire pour le numérique et pour ça, mais est-ce qu'on n'est pas en fait dans une sorte de nouvelle éclosion de l'économie du bien commun qui pourrait être une économie circulaire ? C'est peut-être un mot un peu provocateur. Voilà, donc une innovation, vous voyez qu'elle est multiple. Et j'ai un objet de recherche. J'ai un objet de recherche à proposer parce que c'est ce qui m'a frappé d'entrée de jeu. Immédiatement, les représentations sociales ont été caractérisées par
par, j'ai envie de dire, l'incident de la cravate. Mais l'incident de la cravate, ça nous a tous fait rire. Et il y a une chose que j'ai remarquée, moi, dans tout cette innovation que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, l'humour était vraiment absolument indispensable à l'innovation sociale. Pourquoi ? Parce que c'était une distanciation qui nous permettait d'avoir une sorte de dérision autocritique et qui nous permet ainsi d'avoir le sentiment de sortir d'une impasse. Donc merci à la CGScope de tous les croquis là, qui nous font rire derrière nous. Merci à l'entrée de jeu sur la cravate, parce que je pense que c'est complètement symptomatique de l'innovation sociale. Et voilà, je demande qu'il y ait un objet de recherche. Je propose à la recherche en quoi l'humour vient participer à l'innovation sociale. Merci à vous. Merci, madame. Avec une telle conclusion, je ne peux même pas vous reprocher d'avoir dépassé votre temps. C'est impossible. Merci. On dira que vous avez récupéré aussi le temps de parole des femmes à cette table ronde qui est finalement assez réduit. Ça, je n'avais pas fait de provocation d'ange. Non, mais je me permets de la faire. Gilles Christophe, donc vous êtes administrateur de la SIC Atlas et directeur du centre Fleury Goutte d'Or à Paris. Cette SIC, c'est une SIC qui était à la fois un centre de formation professionnelle, l'école des musiques actuelles, et un lieu de création artistique. En préparant la table ronde, vraiment 5 minutes, vous me disiez que pour vous, effectivement, vous rejoignez le constat qui était fait que l'innovation, c'est davantage dans la façon de travailler, dans le travail en commun, que dans le service qui est rendu. Et vous aviez envie de faire un plaidoyer, si je puis me permettre, sur la coopération. Absolument. Merci de cette passation. Donc, la question, c'est innovation et territoire. Là, je dirige un établissement culturel qui est ancré dans un territoire particulier à Paris, puisque en fait, c'est le premier et le seul établissement culturel au sein de la Goutte d'Or à Barbès. Voilà. Ce parti pris, c'était un pari, c'était une gageure que Bertrand Delanoë, il y a une dizaine d'années, a porté. Et en fait, c'était comment greffer un lieu de culture dans un quartier extrêmement populaire, qui est traversé par énormément de difficultés. Donc, pour reprendre vos mots, les statuts de la SIC génèrent chez nous un comportement, une attention à l'autre, et une forme de porosité. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt témoigner des effets que ça a eu en termes de posture, sur l'approche du territoire. Donc, ça un premier effet, c'est en interne dans nos équipes, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés sur ce projet ont été énormément surpris d'apprendre qu'on attendait d'eux, pas juste une posture d'acteur, mais d'auteur. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'itératif dans ce qu'ils pouvaient apporter dans l'ensemble des actions qu'on voulait mettre en œuvre sur le territoire. Ça, c'est l'interne dans le bâtiment. Il y a quand même une équipe de 35 personnes, donc ça a été vraiment pour eux très difficile de ne pas se mettre aux ordres d'un projet, mais véritablement de se dire qu'ils avaient quelque chose à apporter à ce projet collectif sur ce territoire, en lien à l'appui de valeurs qu'on avait clairement défini dans le cadre du recrutement. Mais ce fut d'autant plus dur pour les acteurs du quartier de la Goutte d'Or qui ont vu arriver Barbara. C'est un immeuble, en fait. C'est un immeuble de 5 étages, un lieu relativement imposant. Et en fait, dans notre relation au territoire, on a dû faire œuvre de pédagogie, parce que en fait, les personnes... les structures, les associations, il y a énormément, je crois que c'est, en termes de statistiques, c'est le territoire parisien le plus doté en associations issues de l'éducation populaire, pour les raisons que je citais plus haut. Et en fait, il y a une espèce de méfiance. Il ne suffit pas d'arriver sur un territoire et d'ouvrir son projet ou ses murs pour qu'il y ait une forme d'implication ou une volonté en face de faire ensemble. Et donc, ça a pris énormément de temps. On a eu la chance de bénéficier d'une période de préfiguration qui nous a permis véritablement d'aller vers l'autre. Et les valeurs de l'économie sociale et solidaire, elles sont rentrées en résonance avec les projets des acteurs en face, lorsque les directeurs, les présidents, les CA ont amender les projets de leurs propres établissements pour y faire apparaître une dimension artistique et culturelle. Et c'est là que en fait, voilà, il y a une nouvelle valeur par rapport à ce qui était l'objet de ces associations qui a été créée au fil du temps. Pour revenir sur l'objet, donc ça ne se décrète pas. Donc globalement, on a énormément, nous, dû travailler à leur côté, avec eux et pour eux. Et pour vous dire, au démarrage, il y a quelques années, la relation qu'entretenait le territoire avec un centre comme Barbara, c'est est-ce qu'on peut avoir le catalogue des actions culturelles auxquelles on peut envoyer nos jeunes ?
il n'y a pas de catalogue. Si vous en souhaitez un, créons-le ensemble. Et ce sont ces allers-retours, ces échanges. Et quand je parle des associations, c'est vraiment tous les acteurs. C'est-à-dire, ça parle de du petit restaurant qui prend connaissance de l'arrivée de cet établissement et prend connaissance de cette habitude qu'ont les artistes musiciens. On les nourrit en fait avant le concert, donc on appelle ça le catering. Et donc on n'est plus dans cette relation où les artistes vont au restaurant. C'est une autre démarche et on a créé avec eux ce service de catering. Et pareil pour les établissements jeunesse et sport, où aujourd'hui, maintenant, à Barbès, le sport n'est pas la majeure réponse d'activité mise en direction des jeunes, mais les pratiques artistiques sont ancrées dans les projets pédagogiques des associations. Et aujourd'hui, quasiment voilà, sur notre territoire, tout le monde s'appuie massivement comme outil, et pas que, sur Barbara, pour pouvoir animer leur projet. Mais c'est tous les 4-5 ans, on revisite notre projet. Et là, je vous parle de la résonance de la coopération. Là, pour eux, le dernier choc, c'est en préparant le nouveau dossier qu'on allait présenter au maire de Paris, c'est lorsqu'on leur a dit qu'on n'allait pas le faire seul dans notre coin, mais qu'on aimerait bien qu'ils puissent exprimer ce que serait pour eux un établissement culturel dans un quartier de la Goutte d'Or. Et ça non plus, c'est pas évident. C'est-à-dire ce type de réflexion, il y a cette habitude d'avoir des fournisseurs de services, même des services publics, même des produits culturels, et ils sont pensés comme ça. Et donc nous, on a dû accompagner un ensemble d'acteurs, et je parle des opérateurs, des éducateurs, des conseils d'administration, voire des présidents, pour qu'ils puissent s'autoriser à intervenir dans l'objet qui est cet établissement culturel à Paris. Voilà. Merci. Je rebranchais mon micro. Bon, je vous l'ai dit, là, c'est des tables rondes à marche forcée. Il nous reste 5 minutes. Allez, 5 minutes pour prendre 2-3 questions, commentaires. Je vous demande. Alors, vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez, mais je vous demande par contre d'être bref pour qu'il puisse y avoir un retour de la tribune. Ensuite, il y aura la pause café. Tout le monde prend du café ou du thé ou du jus d'orange. Donc, vous pourrez continuer aussi à poser des questions aux intervenants. S'il n'y a pas de questions, on passe à la pause café, mais on n'y est pas encore. Donc, alors, j'en prends 2-3 s'il y en a d'affilée, et ensuite on fait un retour, ça sera plus efficace. On va dire. Donc, Jean, il y a un micro qui est censé se promener. Il faut prendre un des micros de la table. Il faut appuyer sur le bouton gris. Quand il devient rouge, c'est parfait. Oui, à vous entendre, parmi les SIC, c'est-à-dire qu'on voit que la coopération, pour chacune d'entre vous, en tout cas le sentiment qu'on a, c'est que ça a été source de création nouvelle. Création de nouvelles activités ou de nouvelles manières de faire ou de penser votre activité, soit pour l'EHPAD, que ce soit au niveau de l'établissement culturel ou même au sein d'Urban Coop. Est-ce que ces créations étaient pensées, anticipées, au moins souhaitées au démarrage, ou est-ce qu'elles sont uniquement filles de la coopération générée? Et alors, à ce moment-là, comment vous avez accompagné finalement ces créations via cette coopération? Une autre question, remarque, monsieur? Oui, bonjour, Jean-Philippe Brun de l'ADES 95. C'est plus qu'une question, c'est une remarque qui attend peut-être une confirmation. J'ai l'impression qu'à côté, au-delà, en appui de l'innovation sociale, il semblerait qu'un certain nombre de projets aient bénéficié, de par le choix du statut ou l'avènement du statut SIC, d'une innovation financière également. J'ai l'impression qu'un certain nombre de projets ont vu leur tour de table facilité et qu'un effet de levier soit associé au principe même du multi-partenariat, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on est toujours en recherche, surtout quand on passe d'un statut associatif à un statut coopératif. C'est souvent dans le cadre d'une recherche de capitaux. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce que je pressens être un aspect important de la décision du passage en SIC. Une dernière question, remarque? Ça sera pour après le café. Qui souhaite répondre aux deux questionnements, l'un sur
La création est-elle fille de la coopération et l'autre sur l'innovation financière? Ça s'adressait plutôt à M. Houlbine, M. Christophe, Mme Bébin. Non, l'innovation, elle est fille. Hein. En général, moi, je rencontre des élus pour leur demander s'ils ont des difficultés. Donc, je n'ai pas de solution à proposer. Et c'est à partir des difficultés. J'ai quand même le souvenir d'une ville incroyable que je cite, Val d'Isère, marché délirant. L'ancien est à 8 000, 10 à 12 000, et le maire dit qu'il faut nous sortir des produits à 4 000, parce que nos actifs ne gagnent pas assez pour faire. On a mis 3 ans pour sortir le dossier, et on a déposé 2 brevets à la suite des mises au point que l'on a faites. Donc, l'innovation, la SIC permet, parce qu'elle est naturellement multisociétariat, nous avons des collectivités autour de table, il y a moins d'appréhension, les dialogues sont plus simples. Elle crée du dialogue, elle ferait de la raisonnement. Par contre, sur la deuxième question sur le financement, Alix Margado, qui est Saint Margado pour beaucoup de SIC, si vous voulez, vous dira au café qu'au contraire, c'est de la provocation de se mettre en SIC quand on a besoin de lever des fonds. Parce que nous sommes des gens qui, par nature, n'ont pas mis au cœur de leur projet une rémunération des capitaux investis, et même la loi, la règle 1947 capte ces rémunérations. Et même dans les fonds que je ne citerai pas, bien entendu, dédiés à l'économie sociale et solidaire, il y a toujours un moment d'émotion quand il y a à financer des SIC, puisque les titres ou les parts sociales sont extrêmement peu rémunérés. À l'envers, il est vrai qu'il y a toute une émergence de fonds, publics voire privés, comme disait Madame Bébin, qui commence à se poser, et c'est pas un jeu de mots, un problème de responsabilité sociale. Hein. Tout le monde se rend compte que la finance est un peu folle, sans avoir forcément la capacité de développer ce point de vue. Et l'idée de mettre un peu de l'argent dans des projets qui ont du sens touche même les plus âpres des techniciens. D'ailleurs, un ami qui revenait des États-Unis me dit, tu sais, là-bas, on fait du business en journée, on fait du charity au dîner. Hein. Donc, voilà. Et donc, ça touche. Donc, ça peut aider. Mais vraiment, il ne faut pas appeler un fonds souverain facilement pour développer les projets. Madame Bébin, vous souhaitez compléter? Monsieur Houlbine vous attend d'une perche. Oui, pour compléter, nous, clairement, la SIC est une structure juridique. En fait, c'est vraiment un outil juridique qui est au service d'un objectif commun. Et c'est là où ma jeunesse, par rapport à des expériences plus anciennes, fait qu'on a besoin du soutien de la CGSCOP, justement, parce qu'à chaque fois, on veut servir un objectif. Et la question, c'est comment la SIC vient servir cet objectif. Et finalement, est-ce qu'elle est la mieux placée pour servir cet objectif-là? Et comme je vous ai présenté, elle est quand même très, très multifactorielle. Enfin, notre objectif, il est ambitieux. Hein, voilà. Donc, c'est au service. Hein, et donc, l'innovation est intrinsèque en fait au process. Deuxièmement, la finance, voilà, vous avez répondu. Moi, je pense qu'il y a des ouvertures qui se profilent. Cette notion de donner du sens à l'argent, c'est quand même une question qu'on voit émerger quand même assez régulièrement. Et les jeunes nous interpellent. Les jeunes, il y a beaucoup de cheveux gris dans la salle et j'en fais partie, mais moi, je suis frappée par le positionnement des moins de 30 ans. Ils demandent à avoir du sens dans ce qu'ils font. Et je pense que là, on a, nous, la génération des cocos blancs, comme disent les Réunionnais, un rôle à jouer pour voilà, dire finalement cette quête de sens à laquelle ils nous appellent, comment nous y répondons avec notre expérience du bien, enfin des difficultés et puis des choses qui sont plus profitables. Voilà. Monsieur Christophe, pour faire justement l'aspect générationnel aussi. Oui, absolument, parce qu'on en a parlé en préparant le tour de table. C'est-à-dire que je vais essayer de vous répondre. Est-ce que ça avait été pensé? Oui, ça avait été pensé. Mais ça a été pensé parce que quand on a pris ce challenge et qu'on a essayé de le relever, on était déjà SIC. C'est-à-dire, Madame Tatiche, la fondatrice de cette SIC, avait
pour habitude de définir l'objet qu'on allait piloter comme un ovni, mais objet vivant, naturellement intégré. C'est-à-dire qu'il y a eu une pensée au préalable de l'arrivée de ces murs. Ensuite, on a vite repéré qu'il ne suffit pas de souhaiter ou décréter la porosité pour qu'elle s'opère. Et il faut du temps. Ensuite, je vais répondre par rapport CESIC, par rapport au sens, la relation forte qu'on a au projet. Moi, lorsqu'on recrute des jeunes collaborateurs ou de nouveaux collaborateurs, qu'ils soient jeunes ou pas, ça crée une relation forte, très forte au projet. Je travaille dans le monde culturel, on organise des spectacles. Et moi, je suis très vigilant à l'usure. Parce que Barbara génère une surimplication et également des frustrations. Parce que l'autre face de cette même pièce, c'est-à-dire concourir, pouvoir opérer sur un territoire avec un objet aussi gros que Barbara, voilà. Et pour autant, il y a des arbitrages qui doivent se faire. Donc on est quand même, nous, en lien avec une politique culturelle, qu'elle soit nationale ou sur le territoire de Paris. Donc il y a énormément de bonnes idées, de propositions, de tentatives, et pour autant, il y a des arbitrages qui se font, bien sûr, c'est mon rôle, mais également par les politiques, par le ministère de la Culture ou des choix de la mairie de Paris. Et là, il faut faire œuvre de pédagogie en interne pour que l'équipe ne se démotive pas et qu'on garde l'envie d'y aller. Et en fait, le temps est notre meilleur allié, parce que ce qui ne passe pas aujourd'hui, souvent arrive plus tard. Donc on fait aussi œuvre de pédagogie avec nos partenaires institutionnels. Merci. Monsieur Joly, monsieur de Falvar, est-ce que vous souhaiteriez livrer une dernière réflexion avant qu'on ne clôture cette table ronde? Non, juste, sur les financements, sans connaître effectivement les questions de constitution du capital, il me semble que ce qu'il faut souligner, et je reviens sur la question de l'innovation sociale, qui est la part exclue. Aujourd'hui, en gros, le crédit impôt recherche pour les entreprises, c'est 5 milliards d'euros par an. L'innovation sociale n'est pas éligible. Donc, oui, je valide. J'ai essayé d'obtenir... Non, le commissaire aux comptes a dit non. Le commissaire aux comptes a dit non. On va faire une stick avec les commissaires aux comptes. Donc, je vous propose qu'on en reste là pour cette table ronde. Monsieur de Falvar ne souhaitait pas intervenir. J'ai vérifié. J'ai été courtois. Je vous propose qu'on en reste là pour cette table ronde et je vous donne rendez-vous à 11h45 pour le démarrage. Donc, commencez pas à vous installer à 11h45, installez-vous un peu avant. À 11h45, pour la seconde table ronde sur comment faire vivre une culture démocratique et inclusive dans une entreprise. On parlera de SIC, mais pas que. Et je vous souhaite une bonne pause café. Et les intervenants, n'hésitez pas à les solliciter.